bonjour et bienvenue à l'écoute du Camp de Base, l'émission des rencontres au sommet. Cette production indépendante a besoin de vous. Si vous écoutez et aimez le Camp de Base, vous pouvez m'aider en donnant à partir de 1 euro sur Patreon, mais aussi en parlant de l'émission autour de vous. Et pour garder le lien, n'hésitez pas à vous inscrire à l'Ascension, c'est la newsletter. Tous les liens sont dans la description du podcast. Imaginez qu'un jour, vous arriviez au travail et que la moitié de votre bureau soit absente. C'est ce qui m'arrive régulièrement. Ces propos de Will Gadd sont issus du livre Voices of Glacier, que le chercheur Ignacio Palomo a coordonné. Madrilène basé aujourd'hui à Grenoble, il est dans les studios aujourd'hui avec nous. Bonjour Ignacio. Bonjour Amélie. Et merci beaucoup d'être là pour m'aider dans cette difficile mission qu'est l'interview. Alice. Bonjour. Bonjour Alice, on s'est rencontrés à Radio Campus Grenoble. Là, on est actuellement dans les locaux. Et quand on s'est vu il y a quelques mois, tu m'as proposé d'interviewer Ignacio quand je t'ai demandé si dans le labo dans lequel tu es stagiaire, puisque tu es en master d'hydrologie, tu avais quelqu'un à me proposer, notamment dans le cadre de l'année internationale des glaciers, puisque c'est en 2025, donc année sur laquelle on fait un gros focus sur les glaciers. Et aujourd'hui, on va justement discuter des recherches d'Ignacio et de la médiation scientifique à laquelle il contribue depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, on va parler effectivement de beaucoup de choses. Ça va être très, très dense. Et d'abord, Ignacio, je vais te demander où il est ton camp de base et puis depuis quand tu es arrivé à Grenoble. Oui, mon camp de base, c'est plutôt la Chartreuse. La Chartreuse, il y a la Chartreuse sacrée, mais aussi la Chartreuse secrète, qu'on peut faire découvrir des autres. Et là, on peut faire beaucoup de choses différentes, le vélo, course à pied, escalade en glace. Donc, c'est un terrain de jeu fascinant à découvrir et à faire découvrir les autres. Et après, il y a un camp de base intellectuel, c'est l'Institut de géosciences de Grenoble, à l'IGE, où j'ai la chance de travailler avec des collègues de plusieurs disciplines pour rêver comment on va faire la recherche et imaginer des projets de recherche et les mettre en place. Parce qu'effectivement, tu es donc chercheur à l'Institut des géosciences et de l'environnement, donc à Grenoble. Et je sais pas, j'ai aussi vu dans ta biographie que tu étais passé ou tu es encore à l'Institut national de recherche pour le développement durable. Oui, l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, c'est un institut national en France qui a autour de 3000 personnes employées, entre chercheurs, ingénieurs, personnes d'administration, de communication. Et c'est une des tutelles de l'IGE. Il y a la tutelle CNRS, la tutelle IRD, INRAE, etc. Ok, très bien. Et toi, Alice, alors? Mon camp de base Ouais. Alors mon camp de base, vraiment direct, c'est Sainte-Luce, le petit village où j'ai grandi dans le Beaumont, au sud d'Isère, entre Dévoluy et Écrin. C'est un endroit magnifique où je me sens toujours très apaisée. Super. Et tu vis à Grenoble du coup pour tes études? Oui, oui. Ok. C'est quand même un très petit village. Ok. Et vous êtes arrivés quand tous les deux à Grenoble? Moi, j'ai fait mon lycée ici il y a 10 ans maintenant. Et ensuite, je suis partie pour les études et je suis revenue il y a 1 an et demi. Ok, très bien. Et moi, je suis venu fin 2019. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, Ignacio, on va parler d'une série de recherches que tu as menées. Quand on a préparé l'émission avec Alice, on s'est dit que ce qui transparaissait dans ton travail et dans ton parcours, c'était une forme d'évolution. En partant d'une approche centrée sur les écosystèmes et leur conservation, tu t'es ensuite intéressée aux socio-écosystèmes et donc aux interactions avec les sociétés humaines d'abord. Tu as travaillé sur les solutions fondées sur la nature, ensuite comment augmenter le bien-être humain. Donc c'est vraiment un cheminement. Dans cette émission, aujourd'hui, on te propose de revenir sur les différentes recherches pour comprendre un peu ton parcours et s'arrêter sur différentes hypothèses, différentes recherches que tu as menées. Alors, la première question que moi j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que tu es arrivé à la recherche scientifique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de ces recherches?
Je pense que c'était plutôt quand j'ai fait mon master à Madrid. Il y avait un prof qui était vraiment inspirant, qui faisait de la recherche interdisciplinaire pour évaluer comment la nature contribue au bien-être humain. Et là, j'ai fait bing, c'est mon truc. Je suis fortement rattaché à la nature depuis que j'étais petit. J'ai fait des balades avec mes parents en nature tous les week-ends. Et c'était ça qui m'a mené à voir un prof qui faisait un truc que je trouvais très intéressant et qui m'inspirait à moi à faire des choses similaires. OK, donc un prof intéressant et un attrait pour la nature, finalement. Oui, exactement. Mais c'est difficile de lier ces 2 aspects, écosystème et bien-être humain. Est-ce que dès le début, de ton travail, tu as réussi à les lier ensemble? Oui, c'est vrai. Quand on fait la recherche interdisciplinaire, il faut avoir des connaissances dans des disciplines différentes. Donc, il faut lire sur plusieurs disciplines. Il faut comprendre des termes différents, des mots différents, des langages différents. Mais c'est aussi assez intéressant. Donc, moi, je suis attiré à ça et quand on a la motivation, on peut franchir les barrières. Donc j'imagine que tu as fait une thèse? Oui, j'ai fait ma thèse à Madrid, à l'Université Autónoma de Madrid. On a étudié les contributions de la nature au bien-être humain dans 2 parcs nationaux, le parc national de Doñana sur la côte d'Andalousie et le parc national de Sierra Nevada, qui c'est les montagnes à côté de Granada, aussi en Andalousie. Et sur quoi exactement est-ce que vous pouvez mesurer, ces contributions? Quels, bénéfices, vous mesurez sur le bien-être? Oui, on part de l'idée que je dis toujours l'exemple des petits enfants dans les grandes villes, de les grandes villes qui pensent parfois que la lait sort du frigo, mais c'est pas le cas. La lait vient des vaches. Mais parfois, on oublie toutes les contributions de la nature au bien-être humain. Et donc, on essaie de les montrer à travers des modèles statistiques, des cartographies participatives aussi, à travers des entretiens. Et on peut les mesurer avec des indicateurs biophysiques. On peut dire, par exemple, combien de tonnes de CO2 sont pris pour une forêt chaque année. Mais on peut aussi les mesurer avec des indicateurs monétaires. On peut mettre en valeur économique sur ces tonnes de CO2, ou on peut mettre en valeur économique, par exemple, sur les réductions des vagues de chaleur grâce au parc urbain. C'est possible de quantifier la réduction de consommation d'énergie pour réduire la température du bâtiment. Et donc, avec ces indicateurs différents, monétaires, non monétaires, socioculturels aussi, on étudie les préférences de la population par rapport à diverses contributions de la nature au bien-être. On peut faire une modélisation ou une communication sur ces contributions. Tu as écrit pas mal d'articles et moi, il y a quelque chose qui m'a notamment frappée, c'est le lien avec la COP. Donc c'est, des conférences en fait, peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est une COP? C'est des conférences qui ont lieu toutes les années et qui ont, chacune, des objectifs, en termes, de biodiversité et d'écologie? Oui, les COP, c'est the Conference of the Parties en anglais. On a une COP climatique et une COP de biodiversité Mmh. chaque année. Et donc, c'est des très grands événements où il y a les politiciens des différents pays, mais aussi la société civile, chercheurs, des NGO, des personnes du ministère qui participent et qui essayent d'accélérer les progrès vers la transition climatique ou vers la conservation de la biodiversité. Et à ce moment-là, dans ce papier que tu as évoqué, on a étudié 3 objectifs qui sont fixés pour l'année 2030 pour la conservation de la biodiversité et la régulation du climat. Le premier, c'est l'objectif de protéger 30% de notre planète. Maintenant, on est à 17% de protection avec des aires protégées comme les parcs nationaux.
Les- Donc ça veut dire que 17% de la Terre, donc l'espace physique Terre, c'est des parcs nationaux dans le monde entier. Oui, parcs nationaux ou des autres figures de protection un peu moins strictes comme les parcs naturels, parcs régionaux, En tout exactement. cas, il y a une législation sur ces terrains-là et donc c'est 17%. Et quand on dit 30%, c'est donc 30% légiférés qui répondent à des normes particulières. Exactement, ça c'est l'objectif. C'est un objectif assez ambitieux D'accord. pour 2030. Est-ce que c'est uniquement sur la terre ou aussi sur la mer? Les deux, Les 2. exactement, les deux. Et donc les pays à ce moment-là ont ce mandat d'augmenter leur niveau de protection. OK. Le deuxième objectif, c'était la réduction de la déforestation à niveau mondial, qui était accordé aussi avec l'accord de Glasgow pour 2030. Et le troisième objectif qu'on a étudié, c'est la restauration. Il y a l'accord de Bonn qui était signé en 2011 et qui a l'objectif de restaurer 350 millions d'hectares à niveau mondial. Pour donner une idée, c'est plus ou moins la surface des Andes. Et, Wow. et bon, c'est très bien, c'est trois objectifs très ambitieux et maintenant il faut y aller. Alors, j'imagine que ces des objectifs très ambitieux, mais qui répondent à des recherches scientifiques. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à ces 3 objectifs qui sont super ambitieux? Oui, ouais, il y a une grande chose qui se passe. Tout d'abord, on va perdre moins de biodiversité. Mmh. Et après, on va avoir un climat qui ne change tellement vite comme maintenant avec les changements climatiques, avec l'augmentation des températures ou les phénomènes extrêmes. OK. Et ça va aider au bien-être de la population. Si on a une nature bien conservée, c'est sûr qu'on va tous gagner en bien-être. Pour revenir un peu sur, les articles que tu as écrits, tu étudies beaucoup les solutions fondées sur la nature. Déjà, qu'est-ce que c'est les solutions fondées sur la nature? Et ensuite, quels exemples tu as et sur quel lieu tu les appliques? Oui, les solutions fondées sur la nature sont des actions de protection ou de gestion durable ou de restauration de la nature. Et donc, on a évalué les solutions fondées sur la nature qui sont implémentées dans les Alpes, par exemple. On a réussi à faire la cartographie autour de 100 solutions fondées sur la nature avec un étudiant postdoctorant, Alberto González García, qui est aussi à l'OIGA. Et on a évalué, on a mesuré leur contribution à la régulation climatique, à la réduction des vagues de chaleur, à la réduction des éboulements aussi, et à la réduction d'impact des inondations. Et on a vu, avec cette méthodologie de la discipline de l'économie écologique qu'on peut utiliser pour quantifier une valeur monétaire de ces contributions, on a vu que les coûts d'implémentation de ces solutions fondées sur la nature sont 3 fois mineurs que les bénéfices économiques de ces solutions. Donc, c'est-à-dire que c'est des investissements qui font du sens pour le bien-être humain, mais aussi pour l'économie. Et c'est des projets qui sont déjà réalisés ou qui sont fictifs? Non, effectivement, c'est des 100 projets qui sont déjà mis en place. Donc, on a dû faire une interprétation des images aériennes pour évaluer comment la forêt, la poussée, comment il y a des parcs urbains qui sont mis en place. Et donc, on a évalué ces changements dans les dernières années. Par exemple, il y a quoi proche de nous dans les Alpes, comme projet? Il y a beaucoup de projets différents. Par exemple, il y a le projet Isère Amont, qui c'est un projet assez connu qui a mis en place une restauration de la forêt qui est à côté de la rivière de l'Isère, entre Chambéry et Grenoble, et qui avait plusieurs objectifs entre réduire les impacts des inondations. C'est intéressant ces solutions. Quel est le lien justement entre les chercheurs? On y reviendra tout à la fin de cette émission, mais quel est le lien entre les chercheurs et les politiques? Parce que ça fait quand même depuis les années 70 qu'on dit que les chercheurs
pas moi, en tout cas les chercheurs disent, il va y avoir un problème. Si on continue comme ça avec nos émissions de gaz à effet de serre, on court vers une catastrophe. On va vers un appauvrissement de la couche d'ozone, on va vers une augmentation de la chaleur sur Terre, donc qui ont voilà, des réactions en chaîne sur les feux, sur le fait qu'on peut plus se nourrir parce qu'on n'arrive plus à faire de l'agriculture correctement. Euh, Vous, en tant que chercheur, alors en plus là on parle des Alpes, donc c'est quand même des territoires qui sont où on a un peu d'argent pour mettre en place de l'économie, pour mettre en place des solutions, mais comment est-ce que en tant que chercheur vous faites entendre votre voix aux politiques? Oui, c'est une question complexe. Il y a plusieurs manières. C'est vrai que depuis plusieurs décennies, les chercheurs ils sont alertés de la fonte du glacier, de l'augmentation des températures. Maintenant, je dirais que les mécanismes plus importants pour montrer les résultats de la recherche au monde de la politique, c'est les plateformes intergouvernementales comme les IPCC ou les GIEC pour les changements climatiques et l'IPBES, que c'est les panels intergouvernemental pour la biodiversité et les services écosystémiques. Et ces deux panels internationaux font des rapports qui montrent les connaissances sur le climat, la biodiversité, les services écosystémiques, et qui sont publiés et qui sont copubliés avec les États. Donc, chaque rapport a un résumé qui s'appelle Summary for Policymakers, qui doit être approuvé pour les États qui font partie de cette plateforme. Donc, c'est les mécanismes les plus, un des plus importants maintenant. Mais après, il y a des autres. On peut s'engager dans la vulgarisation, par exemple. On peut faire de la coproduction des connaissances avec des acteurs à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, dans les régions, dans les pays. Et c'est une autre manière de porter la science au monde de la prise de décision. Dans un article que tu m'as envoyé qui s'appelle Climate Change Impacts in Ecosystem Services in High Mountain Areas, a Literature Review, donc que tu as publié en 2017 dans Mountain Research and Development. Tu mets en exergue, en t'appuyant sur quasiment 300 articles scientifiques qui sont publiés jusqu'en 2016, que le changement climatique, il a des impacts sur les services écosystémiques et tu les classes en plusieurs catégories. Donc, il y a l'alimentation, la disponibilité de l'eau, la régulation des risques naturels, la spiritualité, l'identité culturelle. Finalement, comment est-ce que, et on y reviendra avec le livre The Voices of Glaciers, comment est-ce qu'on ne perd pas certaines identités, notamment en termes d'alpinisme, de manière de grimper les glaciers ou de vivre dans certaines régions. On l'a vu en Suisse il y a quelques semaines là, avec ce village qui a été rasé de la carte. Tu mets aussi dans ces catégories l'esthétisme des paysages de montagne et l'infrastructure et l'accessibilité. Comment est-ce qu'on arrive, donc là, tu as fait une revue de projet, si je puis dire. Comment est-ce qu'on arrive à traiter tous ces sujets en même temps, en sachant que certains sont d'une économie indéniable, comme le tourisme ou l'alimentation, et que d'autres, comme l'esthétisme ou l'identité culturelle, peuvent être relégués au second plan? Oui, la réponse vite, c'est que je me suis appuyé sur le travail des autres. Ouais. Donc, en révision de la littérature, c'est ça, et on cherche les études qui sont publiées sur un certain domaine. Et donc, je me suis appuyé sur des travaux qui ont été publiés pour quelques de mes collègues maintenant à l'IGE ou des autres laboratoires en France aussi, comme l'EDITEM, par exemple, à Chambéry. Et donc, c'était des recherches spécifiques, plutôt disciplinaires, que j'ai essayé d'intégrer pour donner une vision globale des impacts du changement climatique dans les régions de montagne, parce qu'on le sait, les régions de montagne ils sont assez vulnérables au changement climatique. Ils se chauffent plus vite que les régions en bas. Mmh. Et
comme on a aussi des écosystèmes très sensibles, comme la cryosphère, les glaciers, on voit des impacts assez forts. Et comment est-ce qu'on fait pour traiter, tu sais, toutes les catégories que tu mets en exergue? C'est-à-dire comment est-ce qu'on met au même plan l'alimentation et l'identité culturelle pour un changement durable? Comment est-ce qu'on fait ça? Oui, alors, il y a plusieurs manières de mettre au même plan des choses tellement différentes. Une manière, c'est de trouver un indicateur commun. Avant, on parlait des valeurs monétaires. On peut essayer d'estimer une valeur monétaire à tous les services écosystémiques. Mmh. C'est sûr, pour les services écosystémiques culturels comme la identité ou la spiritualité, c'est assez compliqué. Il y a des difficultés. Mais pour des autres, comme la provision d'eau, par exemple, ou quand on obtient des bois de la forêt, c'est plus facile. Après, on peut les mettre sur le même niveau aussi quand on demande à la population sur leurs préférences, sur leurs besoins. Là, on peut mettre tous les indicateurs au même niveau et voir quelles sont les préférences de la population par rapport à la contribution Mmh. des écosystèmes. Et est-ce que vous intégrez, aussi des études sur la santé, sur les impacts sur la santé des populations? Moi, personnellement, pas, mais je trouve que c'est un domaine très intéressant parce que la santé nous touche à tous et toutes. Et il y a des chercheurs c'est clair, qui font la recherche sur comment la nature contribue à la santé physique et psychologique. Donc, il y a des études qui montrent que se promener dans une forêt réduit le niveau de stress, par exemple, ou l'anxiété. Et il y a des études super intéressantes sur ça aussi. Mmh. Est-ce que tu as une autre question en lien avec la recherche, Alice? Ben non, Non? ça va. Je pensais que, on pourrait peut-être, parler un peu de médiation, Ouais, complètement. Mais avant ça, dans Voices of Glacier, Alice, toi, tu as lu le portrait, d'un compositeur, qui a fait, des musiques, et on voulait vous en faire écouter une. Oui, c'est Ricky Chagar qui a composé même une musique, pour sa thèse, qui s'appelle, Andean Wetlands, une musique qui veut, être le son du changement climatique, dans les Andes. Et donc on va écouter le morceau, Landscape, qui est, un morceau avant le trouble du changement climatique. Superbe.
Vous êtes toujours à l'écoute du camp de base et c'était Landscape de Alice. De Ça a Ricky Chaga. Ah oui, Ouais. merci beaucoup. Après avoir, discuté des recherches scientifiques, menées par, Ignacio qui, nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans le camp de base, nous allons, discuter de médiation scientifique et de nouvelles pratiques de demain puisqu'on fait de la recherche, dans le but de changer le monde. Enfin j'imagine. Je ne fais pas de recherche, mais j'imagine que c'est un peu ça. Et du coup, toi, Ignacio, tu es engagé dans la médiation scientifique. Tu tiens un blog depuis 2011. Qu'est-ce qu'on peut y lire sur ce blog? Oui, c'est un blog qui j'ai commencé parce que j'ai aimé beaucoup la photographie des montagnes. J'ai fait des photos pendant mes sorties en montagne. Et j'ai mélangé les deux, des images et des articles sur la durabilité en montagne. On parle par exemple sur c'est quoi un refuge de montagne durable. On parle aussi de quels sont les impacts du changement climatique sur l'escalade ou sur l'alpinisme. On parle aussi c'est quoi l'escalade durable, surtout par rapport à l'équipation Des voix? des voies. Et donc, il y a plusieurs thèmes qu'on a, grâce à il y a plusieurs collaborateurs. Donc, il y a un glaciologue comme Ibai Rico, qui est à l'Université del País Vasco, qui écrit des articles. Il y a des géographes, il y a aussi des écologues. Par exemple, il y a Chema Fernández Monge, qui a écrit des articles aussi sur le blog et qui maintenant il est devenu vice-président de Mountain Wilderness Espagne. Et donc, c'était une histoire curieuse parce que j'ai commencé toute seule en 2011. Petit à petit, j'ai fait mon réseau de collaborateurs, de personnes qui sont très attachées à la montagne. Et petit à petit, j'ai fait de cette passion pour écrire et pour m'informer sur la montagne, j'ai fait ma profession finalement. Et donc, quand j'écoute quelqu'un jeune qui pense de commencer un blog ou un podcast, je lui dis tout le temps, n'hésite pas, parce que c'est une très bonne façon de te rattacher à tes passions, de développer tes passions et de faire des choses que tu aimes. Et donc dans ce blog qui s'appelle Luces de Montaña, c'est ça? Oui, exactement. Tu écris des articles, mais tu les écris en dehors du cadre, académique, en dehors de ton travail? Oui, ça dépend. Parfois, c'est le soir, parfois, c'est le week-end. Mais parfois, c'est très lié à la recherche. Parfois, on fait juste un résumé d'un article scientifique ou de nous ou des autres auteurs. Donc, il y a des articles plus académiques et des autres articles plus pour le grand public. Et pourquoi c'est important pour toi de partager, toutes ces réflexions autour de la montagne et de ta pratique de loisirs en montagne? Je crois que la première raison, c'est qu'on est choqué des impacts du changement climatique dans les régions de montagne. Ici, à Grenoble, on les voit très bien. On est très proche. Et la deuxième raison, c'est principalement qu'il y avait le besoin de partager ça, d'informer les autres. Je crois qu'en tant que des personnes qui alors suivons en montagne, on a une petite responsabilité aussi de partager ce qu'on voit avec les personnes qui vont pas très souvent des montagnes. Parce que ça qui arrive à la montagne, ça va arriver bientôt dans les terrains en bas. Et donc, c'est important de partager ces informations avec la population aussi pour contribuer à faire des consciences et petit à petit essayer de faire la transition vers la durabilité, la transition écologique. Alors, tu as aussi travaillé à la rédaction d'un livre dont on a déjà parlé, plus tôt, dans, cette émission, Voices of Glacier. Alors, je vous propose de lire, la 4e de couverture. À mesure que la fonte des glaciers se poursuit sans relâche à toutes les latitudes, la disparition des glaciers tropicaux offre un aperçu précoce de ce que pourrait être un monde sans glace. Ce livre donne la parole à 35 personnes diverses dont la vie est liée aux glaciers tropicaux, relatant leurs sentiments, perceptions et expériences, ainsi que la manière dont elles s'adaptent à une réalité en transformation.
Ces témoignages, allant des voix autochtones locales, gardes forestiers, touristes, scientifiques, alpinistes, artistes et autres, avec des perspectives issues de disciplines telles que l'anthropologie, la glaciologie et la science de la durabilité, offrent une fenêtre unique sur les effets ressentis de la perte des glaciers. Les images montrant la perte de glace des glaciers en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est au cours des 175 dernières années racontent leur propre histoire puissante et incontestable. D'ici 2050, près de la moitié des glaciers tropicaux présentés dans ce livre, y compris 5 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, 4 réserves de biosphère et un géoparc mondial auront disparu, et la majorité aura perdu environ 90% de la superficie qu'ils couvraient pendant le petit âge glaciaire, donc c'est entre le XVIe et le XIXe siècle. Ceci illustre de manière frappante les impacts du changement climatique déjà en cours dans certaines régions les plus vulnérables de la planète et constitue un indicateur de l'avenir des glaciers ailleurs, ainsi que les populations qui en dépendent si nous ne parvenons pas à en atténuer ces effets. L'idée de ce livre, c'est quoi, Ignacio? L'idée de ce livre, c'est de donner la parole aux glaciers tropicaux. Et pour faire ça, on s'appuie sur des personnes dans des pays tropicaux qui ont un rapport très fort avec ces glaciers. Et donc, c'est un livre que tu as coordonné, mais tu ne l'as pas réalisé tout seul? Oui, exactement, c'était un effort collectif. J'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs chercheurs. Il y a Sophia Lana, qui est une anthropologue en Californie. Il y a aussi Antoine Rabatel, qui est un glaciologue à l'université de Grenoble-Alpes, à l'IGE, comme moi. Qui a beaucoup travaillé notamment avec l'artiste Pali Meursault pour Paysage dans le cadre du projet du département de l'Isère. Exactement. Et après, il y a Olivier Dangle, qui est un écologue de l'Institut de recherche pour le développement, comme moi. Et donc, entre nous quatre, on a développé cette idée et après, on a cherché des autres collaborateurs ailleurs pour réussir à trouver des témoignages dans les 12 pays tropicaux où il y a des glaciers encore. Ouais. C'était 12 quand on a commencé le livre. Maintenant, il n'y a que 11 pays où il y a des glaciers tropicaux parce qu'à Venezuela, le dernier glacier, il a disparu pendant l'écriture du livre. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces glaciers tropicaux? Pourquoi s'intéresser à eux spécifiquement? Oui, les glaciers tropicaux sont, à mon avis, les plus grands oxymorons climatiques. En fait, avoir des glaciers à l'équateur, c'est assez étonnant. Et quand les premiers explorateurs européens ils ont rapporté leurs rencontres avec les glaciers, à Kilimanjaro ou en Kenya par exemple, ils n'ont pas tenu en compte. Ils ont pensé que c'était des hallucinations liées à la malaria Ouais. qui a fait les voir des visions. Et donc, ils ont amené des artistes pour dessiner vraiment ces écosystèmes et montrer que vraiment il y a encore des glaciers à l'équateur. Il se divise en plusieurs catégories. En fait, les témoignages sont classés, on peut dire, dans prendre soin, se sentir concerné, tristesse et perte, accepter et vous finissez par espoir. Mon problème, c'est que dans le camp de base, je parle toujours des Alpes, mais parce que c'est facile pour moi d'avoir des gens qui viennent des Alpes, c'est plus simple. Mais c'est vrai que dans un contexte de recherche occidentale, moi je trouve qu'on a quand même tendance à être un peu européano-centré ou en tout cas occidentaux-centré. Là, on se rend compte que dans des pays d'Amérique du Sud, dans des pays d'Afrique, il y a aussi des glaciers et il y a des problématiques en lien avec la perte de ces glaciers et la problématique notamment liée à l'eau. Oui, exactement, c'est des régions vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce livre en coédition avec les éditions de l'IRD, de l'Institut de recherche pour le développement, et avec l'UNESCO aussi.
Et c'est des régions vulnérables parce qu'ils ont moins de capacités que nous à s'adapter au Mmh. changement climatique. Ils ont moins de moyens. Et en plus, ils sont des régions qui sont touchées plus fortement aussi pour les changements climatiques avec des événements extrêmes, des phénomènes extrêmes tels que, oui, des sécheresses ou Oui. des pluies très fortes. Ouais, mais c'est surtout avec des peuples indigènes, qui, en plus ont des cultures, qui sont, parfois, un peu dénigrées, pas sauvegardées. Donc c'est vrai qu'ils sont dans un écosystème qui est en train de changer complètement, dans une culture et une manière de faire qui est déjà parfois dénigrée. Donc c'est vraiment il y a un double enjeu quoi, d'identité culturelle et de culture du glacier qui disparaît. Oui, effectivement, il y a des communautés indigènes pour lesquelles les glaciers, c'est une partie fondamentale de leur cosmovision, Mmh. de leur spiritualité, de leur identité. Et, et on a essayé de montrer ça, mais aussi avec une diversité, parce que il y a des acteurs très différents. Dans les livres, on a des témoignages des communautés indigènes, mais aussi des touristes, des chercheurs, des artistes, Mmh. des personnes qui gardent et qui protègent les glaciers. Et, et donc, on essaye de montrer ces diversités avec ces 35 différents témoignages. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu dans le courrier international, qui est sorti, dans la semaine du 30 avril au 6 mai, je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais dans les montagnes du nord du Pakistan, il y a des habitants qui avaient, l'habitude d'unir des glaciers mâles et des glaciers femelles, donc ils vont chercher de la neige. Ils font que les glaciers s'accouplent pour faire que cette glace, cette neige ne se perde jamais. Et en fait, il y a eu des études scientifiques là-dessus. C'était, dans, donc le courrier international, de fin avril et vraiment, je vous propose d'aller, chercher. Moi, je suis allée le voir à la bibliothèque parce que ça me paraissait complètement fou et les images sont incroyables et l'article est très, très intéressant, notamment sur l'identité culturelle en lien avec ces glaciers et c'est aussi ce à quoi nous rapporte ce livre, que, tu as coordonné, Ignacio. Oui, j'ai lu dans le livre qu'il y avait, un peuple qui avait, pour, coutume d'aller chaque année, il y avait un pèlerinage au glacier et ils récupéraient à chaque fois des morceaux de glacier qu'ils ramenaient en bas et en fait, ils ont arrêté de faire cette coutume pourtant, ancestrale, parce qu'ils ont remarqué que le glacier se réduisait et qu'en fait, il fallait en prendre soin. Mmh. Ça, c'est quand même hyper marquant de voir ce lien, culturel au glacier, quoi. Complètement. On n'est pas que là pour faire de la science du tourisme, ou, de la patrimonialisation, mais il y a vraiment, ces questions culturelles derrière qui sont extrêmement fortes. Mmh. Alice, est-ce que tu avais envie de nous parler d'un portrait qui t'a, touché? Je sais que c'est le cas dans Oui, ce livre. Alors on avait envie de ouais, vous ouais, parler de tous même les plusieurs. portraits, mais bon, malheureusement, le temps de l'émission, n'est pas le temps du livre entier, donc on a dû choisir. Ouais, ouais, je vais vous parler de 2 femmes, qui m'ont beaucoup marquée, 2 portraits de femmes qui m'ont beaucoup marquée. Cecilia Lusco et Marcela Fernandez, hem, donc qui sont, Cecilia qui est bolivienne et Marcela qui est colombienne. Alors Cecilia Lusco, elle est cofondatrice du groupe, les Cholitas Escaladoras, donc les grimpeuses, cholitas, sachant que les cholitas, je crois que c'est le nom qu'on donne, aux femmes, de cette culture. Hem et donc c'est un groupe de femmes, aymaras qui escaladent les montagnes avec leurs, vêtements traditionnels, donc qui font de l'alpinisme alors qu'elles étaient, auparavant en fait, autour des alpinistes, mais qu'elles ne grimpaient jamais parce que c'est quelque chose c'est une discipline qui est réservée aux hommes et donc non seulement elles prennent le pouvoir en tant que femmes de gravir les sommets, mais en plus, elles revendiquent leur culture, en portant leurs robes, traditionnelles, leurs polleras et donc j'ai trouvé que c'était très fort comme message qu'elles portaient de féminisme et de fierté, culturelle. Je vais la citer. «Les femmes qui portent des polleras comme nous sont toujours porteuses de notre culture et nous sommes toujours discriminées, ce que je n'ai jamais aimé». Voilà donc c'est un portrait assez touchant. Et après un autre portrait de femme qui m'a marquée,
c'est Marcela Fernandez qui est une femme colombienne qui a été élue par la BBC parmi les 100 femmes les plus influentes, au monde. En fait, c'est une femme qui n'était pas du tout, touchée par, le changement climatique et par la fonte des glaciers jusqu'en 2018 où elle s'est rendue compte qu'en Colombie, il y avait des glaciers, qui fondaient. Et elle a donc créé l'ONG, Cumbres Blancas, les cimes blanches, qui a énormément de portée à l'échelle internationale, et qui réalise, de la surveillance des glaciers et beaucoup de médiation, de transmission d'un message de protection. Voilà, après il y avait vraiment énormément de portraits, énormément de personnes dont on pourrait parler. Je ne sais pas si Ignacio, tu voudrais, nous parler de quelques portraits aussi? Oui, peut-être de Saúl Luciano, qui est un guide de haute montagne péruvien, qui est aussi un agriculteur de subsistance et il était assez connu parce qu'il a mené une demande judiciaire à l'entreprise la plus grande émetteur de CO2 à niveau historique dans l'Europe. Et donc c'était une seule personne qui arrivait à poser ces demandes judiciaires, qui a été reconnue pour les juges allemands qui s'est déplacé au Pérou pour évaluer la fonte glaciaire et l'augmentation du niveau du lac Pacalcocha, qui est au-dessous de son village. Et maintenant, on attend encore la réponse à ces procès judiciaires, mais c'est sorti, peut-être vous le connaissez déjà, on l'a vu dans tous les grands médias, et si finalement la réponse est positive, lui, il a demandé juste $20,000 pour la construction d'un barrage pour protéger des inondations à côté du lac. Mais si finalement il arrive à gagner, ça va créer un précédent judiciaire super important. Une jurisprudence, c'est-à-dire qu'un citoyen qui porte plainte contre une entreprise internationale allemande dans, ce cas-là, et ben, ça va créer un précédent, une jurisprudence qui pourra dire: «Bah, maintenant qu'en tant que citoyen, vous pouvez porter une plainte et en plus vous pouvez gagner votre procès», en sachant qu'on n'a pas encore eu, le résultat du procès. Exactement. Ouais, donc on attend un peu. Est-ce qu'on sait quand ce sera? Oui, ça, si je ne me trompe pas, ça a commencé il y a 11 ans. Donc c'était Oui. un procès assez long. Oui. Mais il faut s'accrocher. Les dernières auditions, c'était le mois de mars. Ouais. Et donc, j'imagine que ça va sortir bientôt. Mmh. Moi, la question que je me pose, c'est que là, on est, quand même, dans cette, année internationale, des glaciers. Hem, est-ce que moi, je sais pas, j'ai un peu l'impression que, peut-être que c'est parce que je suis beaucoup là-dedans et que mais est-ce qu'on peut vraiment changer quelque chose? On voit beaucoup de scientifiques, je sais pas, moi, je les suis sur LinkedIn, sur Instagram, qui font, de la communication scientifique là-dessus, de dire, voilà, on continue les recherches, on continue, de travailler avec les politiques. Qu'est-ce qu'une année internationale soutenue par l'UNESCO peut changer pour ces glaciers? Oui, on a tous l'espoir que ça va nous aider à communiquer sur les changements climatiques, sur les reculs des glaciers. Et dans un laboratoire comme le mien, les IGE, on est très investis, on est Mmh. plusieurs chercheurs à faire de la communication. Mmh. On a la chance d'avoir aussi un appui qui coordonne la communication dans mon institut. Mmh. Et grâce à son travail, on arrive à porter la science au grand public. Par exemple, j'ai fait un peu la pub. Le 3 juillet, Oui. on va présenter les livres à la Maison de la Montagne à Grenoble avec plusieurs invités. Oui, notamment une invitée internationale, hein? Oui, j'en ai parlé, Marcela Fernandez, Voilà. de l'ONG, Cimes Blanches. Qui sera là, à Grenoble. Et est-ce que, justement, écrire ce livre, Voices of Glaciers, sous le prisme des émotions et des émotions que ressentent les personnes face à la fonte des glaciers, est-ce que c'est, aussi, dans un but de transmettre, différemment une information, au grand public?
Ou, en tout cas, quelles autres raisons, t'ont donné l'idée, de réaliser ce livre de cette manière? Oui, c'est exactement ça. Les personnes, nous sommes plutôt touchés par les émotions, par les rapports avec les autres. Les chiffres, normalement, nous touchent beaucoup moins. Et donc, les émotions sont les véhicules pour transmettre les chiffres des recul glaciaires au cœur de la société et pour faire comprendre que les glaciers ils partent vite et que c'est à nous de réagir pour changer le cours des choses. Mmh. Est-ce que toi, personnellement, tu sens que tu es affecté par le changement climatique, sur la montagne et comment ça se traduit, dans ton quotidien? Oui, je pense qu'on est tous touchés d'une manière ou d'une autre. Les alpinistes, ils changent leur pratique, on change les timings pour les sorties, les saisons, il y a les paysages qui changent, il y a les communautés locales qui sont touchées quand il y a des inondations. On a vu, par exemple, les inondations à la Bérarde, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc, on est tous touchés d'une manière ou d'une autre. Et ouais, c'est pour ça que je pense que Grenoble, c'est un vrai cas d'étude, un lieu où on peut vraiment sentir les changements climatiques et s'engager pour les communiquer. Mmh. Et pour autant, on a quand même, de plus en plus, de gens qui ne croient pas au changement climatique, notamment avec, l'avènement un peu des thèses, complotistes. Donc, c'est vrai qu'on pense que, la recherche scientifique, la médiation que vous faites, bon, bah, c'est bon normalement, tout le monde a compris que les glaciers étaient impactés, que ce serait vraiment il va y avoir un problème durable, pour les populations des plaines, pour les populations des montagnes, à tout point de vue. J'ai assisté, en janvier à une journée, proposée par les passeurs et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc c'était une journée, avec, des scientifiques et des citoyens autour des problématiques de la montagne, notamment le droit à la nature et il y a un spécialiste de l'alimentation qui disait, texto, tout le monde va vouloir aller en montagne, mais 3 de ce qu'on produit en termes d'alimentation est produit en montagne. Donc comment est-ce que vous allez faire pour manger? OK, vous allez quitter les plaines et moi, j'en avais pas conscience parce que moi, j'ai grandi en montagne à une haute altitude et du coup, je me suis toujours dit: «Bah, de toute façon, oui, on va tous aller en montagne et oui, il fait frais et oui, c'est agréable et en fait, on peut accueillir, tout le monde, en ayant une certaine organisation». Mais en fait, on va pas pouvoir se nourrir et j'en avais pas conscience. C'est que quand on essaie de faire pousser des tomates à 1 200 mètres d'altitude, c'est pas facile. Donc en gros, on mange des carottes et des voilà, non mais c'est intéressant. Même pour quelqu'un qui est, voilà, qui a qui s'intéresse au sujet et tout, ben, il y a des choses auxquelles on pense pas et en fait, il faudrait arriver à s'organiser et justement les collectifs citoyens sont aussi très intéressants pour ça. Je vous renvoie, hein, aux passeurs et à la newsletter des passeurs qui est vraiment très fouillée et très intéressante sur ces recherches-là. Et pour moi, c'est aussi l'intérêt de l'interdisciplinarité, Ouais. que tu portes dans tes recherches, Ignacio, parce que ça permet d'avoir différents angles, d'approche du sujet et d'avoir, une approche, un peu plus, qui essaye d'être plus complète en tout cas, concernant un sujet. Ouais, complètement. Il y avait une dernière question, c'est Alice qui s'est posé la question quand on a réfléchi en fait, à à ton invitation, Ignacio, c'était une question politique. Et je pense qu'Alice, tu peux, la donner, parce que je trouvais ta réflexion très intéressante. Oui, bah, en fait, moi je me disais, c'est génial d'avoir, autant de connaissances et de compréhension du sujet, de l'intégration, enfin, disons de la transformation sociétale liée au changement climatique et de qu'est-ce qu'on pourrait faire et je pense que tu dois avoir plein de bonnes idées et donc ma question c'est, si tu étais président de l'univers, qu'est-ce que tu mettrais en place comme politique pour sauvegarder les glaciers, pour adapter nos sociétés au changement climatique? Évidemment en 5 minutes. Ouais. Ouais, moi, je pense que l'information, c'est des pouvoirs. Et donc, déjà, informer sur les changements, c'est super important. Mais essayer d'informer avec les chiffres des recul glaciaires,
mais aussi avec toutes les émotions, tous les impacts sur les communautés locaux, sur les touristes, sur tous les groupes de populations différents qui sont touchés. Je pense que c'est important pour inspirer à l'action. Maintenant, il y a plusieurs mouvements, plusieurs initiatives dans lesquelles on peut s'engager. Et donc, je voudrais inviter toutes les personnes qui écoutent ces programmes à participer à ces initiatives, à s'informer et ouais, à contribuer petit à petit à bouger les choses. Est-ce que tu as d'autres questions, Alice, pour notre futur président de la République? Oui, voilà. Non, mais justement, en fait, c'est parce que quelque chose de marrant, quand on tape ton nom sur Internet, on trouve une photo de toi en costard et c'est écrit Ignacio Palomo sort d'une rencontre avec Emmanuel Macron. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que j'imagine que ça devait être assez court. Est-ce que tu veux nous partager ce que vous êtes dit? Oui, à ce moment-là, il n'y avait pas les bouquins de Voices of Glaciers à lui offrir. J'avais fait volontaire, peut-être pour les prochains. Mais c'était plutôt une réunion avec plusieurs chercheurs françaises où on a montré les résultats du dernier rapport du GIEC qui montre les résultats de la recherche sur les changements climatiques. Ok. Il avait l'air convaincu? Et oui, j'espère. On espère tous. Superbe. Eh ben, c'est le moment de mettre fin à notre émission. Merci beaucoup d'abord Alice, d'avoir accepté le défi de co-animer cette émission et d'avoir pensé à Ignacio pour venir dans le Canvas. Merci beaucoup. Bien, merci à toi de me faire l'honneur de m'inviter. Eh ben, c'était avec grand plaisir. Et merci Ignacio d'avoir pris le temps entre Marseille, Nice et un calendrier bien rempli d'être venu à notre rencontre pour nous raconter eh bien, tes dernières recherches et en quoi justement cette recherche est importante pour la suite, notamment dans le cadre de cette année internationale des glaciers. On le rappelle, c'est en 2025. Normalement, vous en avez entendu parler, on vous le redit encore une fois, mais c'est super important. Il y a aussi un programme d'événements, il y a des rencontres. Voilà, n'hésitez pas. Et moi, je pense que c'est en faisant de la formation par pair et en parlant autour de soi, en repas de famille, même si parfois c'est compliqué, de parler entre copains, avec ses amis, du changement climatique et de comment est-ce qu'on peut s'organiser en tant que citoyen, qu'on va faire avancer les choses. Et c'est important de ne pas laisser cela juste aux politiques en pensant que tout va aller comme ça parce qu'il y a des gens au pouvoir qui doivent savoir faire. Non, c'est vraiment là, il faut s'emparer du sujet, quoi. C'est important. Oui, merci beaucoup à vous, avec grand plaisir. Et puis on remet toutes les dates, puisque du coup tu nous parlais du 3 juillet à la Maison de la Montagne de Grenoble. On mettra le lien du livre pour les gens qui veulent l'acquérir. Et on remercie aussi Radio Campus Grenoble, puisque nous avons travaillé dans leur studio ce matin pour l'enregistrement, et aussi aux ouvriers qui ont bien voulu arrêter de percer dans les murs, puisqu'on n'entendait pas ce qu'on se disait. Donc ils se sont arrêtés pour 1 heure pour nous permettre de faire cette émission. Merci beaucoup à eux, et sachez aussi que cette émission du camp de base est diffusée tous les jeudis à 16h sur Radio Campus Grenoble 90.8 ou sur campusgrenoble.org. À très bientôt. Et on se quitte avec un extrait du disque Melt qui est basé sur des enregistrements sonores réalisés en 2020 sur les glaciers du Mont Blanc, de la Girose, de Sarenne, la Pilate et Saint-Sorlin pour le projet Radio Glace proposé par Pali Meursault et Thomas Pili dans le cadre de l'expérience du terrain qui est un programme du GMA d'Albi. Je vous mets le lien en description du podcast si vous avez envie d'écouter les 19 minutes entières et je vous dis à très bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.